Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai défi pour les profs de CM1, CM2, comment aider les élèves avec la résolution de problèmes en maths. On va explorer ensemble un guide français, la résolution de problèmes mathématiques au cours moyen. L'idée, c'est d'aller plus loin que le simple calcul, construire une vraie compétence. Absolument. Et ce lead, il met le doigt sur quelque chose d'important. Souvent, on pense que la difficulté vient de l'opération, de l'addition, de la multiplication. Mais en fait, non, pas toujours. C'est souvent la structure même de l'énoncé qui pose problème. C'est une idée qui vient de la recherche, et ça change un peu la donne. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Ça veut dire que, mettons, deux problèmes qui utilisent une addition simple, Exact. ils n'ont pas forcément la même difficulté. Exactement. Prenons un exemple tout bête. 3 plus 5. Si je dis j'ai 3 billes, on m'en donne 5, j'en ai combien? Bon, c'est direct. Mais si l'énoncé c'est j'ai perdu 5 billes, maintenant il m'en reste 3, j'en avais combien au début? Là, l'opération de DAS est la même, mais pour les élèves, c'est bien plus dur. Ah oui, parce que le point de départ est inconnu. Voilà, l'état initial. Et ça demande une gymnastique mentale différente. Le guide insiste beaucoup là-dessus, sur cette compréhension fine de la structure, de l'histoire racontée par le problème. Je vois, je vois. La façon de raconter change tout. Alors, comment ce guide propose d'aider les élèves à justement mieux comprendre ces structures? Alors, il découpe la résolution en 4 grandes étapes. D'abord, comprendre l'énoncé. Et là, le lien avec la lecture, le français, est crucial. Saisir l'histoire, les liens logiques. Ensuite, modéliser. C'est là qu'on transforme le texte en quelque chose de mathématique. Puis, calculer. Et enfin, répondre, en vérifiant si le résultat a du sens, quoi. Et dans ces quatre étapes, est-ce qu'il y en a une qui est, disons, plus critique que les autres, selon le guide? La modélisation, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est souvent là que ça coince. Beaucoup d'élèves se fient à des mots-clés. Ils voient plus, ils additionnent. Ils voient fois, ils multiplient. Oui, le réflexe, exactement. Et le guide dit attention, ça marche pas toujours. Plus ne veut pas toujours dire addition. Donc, pour aider à modéliser sans tomber dans ce piège, il propose un outil visuel très fort, les schémas en barres. Les schémas en barre, c'est quoi ça exactement? Comment ça marche? C'est très simple visuellement, ce sont juste des rectangles, des barres, qui représentent les quantités et comment elles sont liées entre elles. On peut montrer un tout découpé en parties ou comparer deux grandeurs différentes. Si on reprend l'exemple des billes perdues, combien j'avais? 5 égale 3. Oui. Un schéma peut montrer une grande barre inconnue, le total de départ, dont on enlève une partie, les 5 billes perdues, et ce qui reste, c'est une autre partie, les 3 billes. Ah, d'accord. Et là, on voit bien qu'il faut assembler les deux parties connues, 3 et 5, pour retrouver le tout. Ça aide à choisir la bonne opération, l'addition dans ce cas. Ça rend les choses plus tangibles, quoi, moins abstraites. Tout à fait. Et ça marche pour des cas plus complexes. Le guide donne l'exemple, Juliette a 7 fois plus de cartes qu'Ayoub. À eux deux, ils ont 56 cartes. Pas évident direct. Non, mais avec un schéma, une petite barre pour Ayoub, 7 barres identiques pour Juliette, on les met bout à bout. Ah oui, on voit le total. On voit qu'en tout, il y a 8 parts égales. Et que ces 8 parts font 56. Du coup, l'opération devient claire. 56 divisé par 8 pour trouver la part d'Ayoub. Astucieux. Très efficace, oui. Pour les additions, soustractions, multiplications, divisions, et même pour introduire les fractions ou la proportionnalité. Après, pour d'autres types de problèmes, comme le dénombrement, là, le guide suggère plutôt des tableaux ou des arbres. Compris. Donc l'outil visuel aide à décrypter la structure, mais est-ce qu'il y a d'autres obstacles fréquents que le guide pointe du doigt? Oui, bien sûr. Le vocabulaire déjà, certains mots techniques ou juste du quotidien qui sont pas connus. Le guide parle des bigorneaux. Si un enfant sait pas ce que c'est, ça bloque. Ah oui, le contexte culturel en quelque sorte. C'est ça. Parfois même une illustration peut perturber si elle n'est pas claire ou si elle attire trop l'attention sur un détail. Et puis il y a nos intuitions qui nous jouent des tours. Comment ça? L'idée reçue que multiplier, ça agrandit toujours. Quand on multiplie par 0,5 ou 0,25, le résultat est plus petit. Ça heurte l'intuition. Multiplier égale ajouter plusieurs fois. D'accord. Alors, face à tout ça, la solution proposée, c'est quoi? C'est d'abord de varier les problèmes. Beaucoup. Proposer des structures différentes, des contextes variés, et justement, des problèmes qui vont un peu contre l'intuition. Ensuite, enseigner explicitement comment on sert de ces outils, les schémas, les tableaux. Pas juste les montrer, mais apprendre à les construire, à les interpréter. Faire des allers-retours entre le problème et le schéma. Exactement. Et aussi, chose importante, comparer différentes façons de résoudre le même problème. Montrer qu'il n'y a pas une seule bonne voie.
Analyser les erreurs aussi, c'est très riche. D'ailleurs, ces difficultés, on les retrouve pointées dans les évaluations internationales comme Teams, hein. Ça montre bien que c'est un enjeu important, pas juste en France. Ok. Donc, si on devait résumer le message clé de ce guide, ce serait quoi? C'est pas juste faire des opérations. Non, c'est vraiment développer une compétence complexe, qui mêle compréhension fine du langage, capacité à traduire une situation en modèle mathématique, La modélisation. oui, et le raisonnement critique. Et pour ça, les outils visuels comme les schémas en barre sont une aide précieuse pour construire le sens des opérations. C'est vraiment un changement de focus, Ok, décortiquons ça, c'était un peu notre fil rouge aujourd'hui. c'est ça. Rendre visible ce qui est caché dans l'énoncé. Super intéressant. Une dernière pensée peut-être pour ceux qui nous écoutent, enseignants ou pas. Ce travail sur la structure, la modélisation, la vérification en maths, est-ce qu'on peut espérer que ça serve ailleurs? Ah, c'est la grande question. Le guide, lui, il est centré sur les maths, bien sûr, mais on est en droit de se demander, est-ce que cette capacité à analyser une situation, à extraire l'essentiel, à choisir un modèle, à évaluer une solution, Est-ce que ça peut se transférer? Est-ce que résoudre ces problèmes scolaires bien cadrés, ça nous aide vraiment à affronter les problèmes plus flous, plus complexes de la vie de tous les jours, de la vie professionnelle? Hmm. C'est tout l'enjeu du transfert des apprentissages. Une question essentielle sur la portée réelle de cet enseignement des maths finalement.